Check. Alors, Caroline, premier soir sans téléphone portable, il est 23h30. Et je suis pas au top. J'ai une boule à l'estomac, très clairement, depuis que l'équipe de tournage est partie avec mon téléphone. Je sais pas trop quoi faire de mes 10 doigts, mes 2 mains. C'est très difficile de voir tout le monde sur son téléphone portable et moi d'attendre patiemment que l'heure passe. C'est dur. Voilà, première journée. Pas facile du tout, des manques, des vertiges, j'ai ressenti des vertiges, des petits manques à chaque fois que je recherchais mon portable, la main qui partait comme ça un peu sur mon bureau ou dans la poche à chaque fois, et paf, des petits vertiges ou des manques de... Ouais, vraiment un manque comme si j'étais avec quelqu'un et cette personne n'était pas là en fait, je la cherche un peu partout, et voilà. Jamais un outil technologique n'a autant envahi nos vies en si peu de temps. En 10 ans, le smartphone est passé du statut d'objet au grade de meilleur ami. Il concentre notre vie, il nous la dicte à coups de bip et parfois même la domine. Une relation amour-haine que les concepteurs ont bien compris. Entre dépendance et addiction, la frontière est bien fragile. Et le plus terrible, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte. Voix 5. Caroline Avecedo, 42 ans, et Gauthier Maître, 44 ans, 2 utilisateurs lambda choisis pour une expérience. Caroline est aide-soignante au HUG. Elle aime la photo, son compagnon Raoul, son chien, WhatsApp et Instagram. Une jeune femme ancrée dans son époque et fière de l'être. Gauthier Maître, lui, est banquier. Un banquier genevois au contact facile, aux airs d'adolescent éternel. Sportif ultra connecté, Gauthier voyage beaucoup. Facebook est sa vitrine, les likes, sa raison de vivre. Déjà, c'est mon réveil. Ça commence, il sonne le matin, donc je le prends dans mes mains direct. Puis j'ai reçu des messages durant la nuit, important. Parfois, on fait même des vidéos live au milieu de la nuit. Donc pour vous dire que j'utilise aussi des fois à 4h ou 5h du matin. C'est le premier réflexe du soir si je suis encore réveillée, ou le premier réflexe du matin si j'ai pas regardé la veille. Je fais énormément de photos sur Facebook. Donc c'est important de voir combien il y a de j'aime un peu sur chaque photo. Et puis voir qu'est-ce qui a le plus de succès de mon week-end. Ouais, c'est comme si c'était une personne finalement. Parce qu'il y a tellement de personnes à l'intérieur de cet appareil. Il y a tous nos amis, en fait, toutes nos connaissances, nos familles, même nos amis virtuels Facebook. J'ai l'impression que c'est mon tout, c'est un deuxième moi. J'ai tout dedans. J'ai ma vie dedans. J'ai les photos, les films, les contacts, mes notes, mon agenda. J'ai absolument tout. Si je vois que j'ai des messages d'amis ou de la famille, j'ai tout de suite envie d'aller voir. S'il y en a 50, c'est encore plus jouissif parce qu'il y en a 50 à lire. Enfin, c'est un tout. 3, 2, 1. C'est en boîte. Facebook, j'utilise mais toute la journée constamment, soit à liker ce que mettent mes amis ou autres, mais surtout moi, à mettre mes propres photos et mes témoignages de vie et attendre aussi des likes et puis voir ce que les gens apprécient ou pas de ma vie. Aussi, je crois que je suis une personne qui adore être aimée. Puis là, on peut le ressentir. Rien qu'hier, j'ai vu que je l'avais stoppé, je crois que ça faisait à peu près 200 fois. Ça donne une estimation, c'est terrible quand on y pense, mais ça donne une estimation de ce que je peux faire mon téléphone pendant une journée. Nos 2 cobayes hyper connectés ont accepté de tenter une aventure douloureuse. Vivre 10 jours sans téléphone portable et sans écran. Pas d'ordi, pas de tablette, leur entourage n'est pas prévenu, simplement un téléphone fixe en cas d'urgence. C'est mon choix. 10 jours durant lesquels ils vont tenir un journal de bord devant leur GoPro. Il s'agit ici de mesurer leur dépendance au smartphone. Voilà.
une vie sans portable, est-ce vraiment possible? C'est difficile. C'est... Bon. Voilà. Une semaine sans? Ouais, une semaine sans, je me sens déjà toute nue, quoi. J'ai plus rien dans les mains, plus rien à triturer, à allumer, éteindre, juste regarder et c'est difficile, c'est difficile. Ouais, ça va pas être facile là. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Et puis surtout que j'attendais encore 1 ou 2 messages avant qu'ils s'éteignent, puis j'ai pas reçu mes messages. Donc ça va pas être facile. Mais les plus vulnérables face aux sirènes du smartphone, ce sont bien sûr les ados. À leurs 18 ans, les jeunes d'aujourd'hui auront passé 3 ans de vie devant un écran. Une inquiétude d'autant plus grande que personne n'échappe au portable. En 2017 en Suisse, 99% des 12-19 ans en possèdent un. J'ai l'impression que vous l'avez quand même tout le temps dans la main. Ah oui, on l'a Ah oui, tout le temps, oui. tout le temps, Oui, tout le oui, temps, oui. tout le Je temps. le laisse jamais chez moi. J'ai peur de le perdre quand Même pendant les cours, je peux pas le laisser dans mon Ouais. sac. Il faut Il est vraiment, dans genre, ma- il est dans ma poche. Ouais. J'y arrive pas. Mais pourquoi? C'est Parce que l'habitude, c'est je pense. l'habitude, Oui, c'est ouais. On l'a l'habitude, tout le oui. temps, on l'emporte tout le temps. Aussi, ça nous rassure. Ouais, Ouais, il me je sais rassure. pas. En fait, je saurais pas expliquer pourquoi. Même quand je dors, il est à côté de mon lit. Oui, Ouais, c'est Je vrai. peux pas le laisser. Je le laisse pas en bas. Je suis Ouais. obligée de l'avoir à côté. Je peux pas le laisser ailleurs. On est aussi sur nos téléphones parce que des fois on a un peu rien à faire d'autre, on s'ennuie et aussi on est dans une tranche d'âge où à l'époque on pouvait jouer avec des jouets mais là on a plus grand chose à faire, on va pas faire, enfin à part ceux qui aiment le dessin, mais on va pas commencer à faire des dessins de chats ou des bricolages. Tu pourrais piquer une crise si t'as plus de téléphone. Oh, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive même souvent quand même. Et quand tu piques une crise, c'est quoi? Bah, je gueule sur ma mère et comme ça, je suis pas d'accord et après ça part au conflit et après on punit, enfin machin, et puis voilà, ça finit toujours mal. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents, pour te convaincre de ne pas l'utiliser? C'est quoi leur argument pour eux? Ils disent que ça va m'abîmer le cerveau, que regarder un écran aussi petit, que ça va abîmer mes yeux, que c'est pas très bien d'aller dessus trop longtemps. Et toi, qu'est-ce que tu penses alors? Ça t'abîme le cerveau? Pour moi, je crois pas trop. Est-ce que vous avez l'impression que vos parents, ils se sentent un peu exclus de votre univers, qu'ils sont plus en contact avec vous depuis que vous avez ce téléphone? Oui, je pense Ouais. un petit peu quand même. Bah, avant j'étais plus avec eux. Oui, c'est vrai. Bah, je regardais même la télé avec eux, mais maintenant je suis dans ma chambre en fait sur mon téléphone. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est lui, Le manque de communication entre adolescents et parents n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, le smartphone amplifie les troubles liés à l'adolescence. Manque de sommeil, irritation, dépression. Nour a 13 ans. Elle est née en 2005. Elle fait partie de cette génération née avec le smartphone. Nour est une ado presque parfaite, plutôt bonne élève, championne genevoise de patin à glace. Elle voit ses amis et s'enferme dans sa chambre à peine rentrée, normale, une ado équilibrée. Pourtant, sa maman est inquiète, c'est elle qui nous a contactés. C'est celui que tu veux te mettre en veille? Non. Nour a un téléphone depuis qu'elle a 7 ans et demi. Comme on était séparés avec le papa des enfants et qu'il partait en vacances, j'avais envie de garder quand même contact. Et puis, je pense que c'était plus pour moi, en fait, pour me dire que je pouvais la joindre si j'avais envie. Et puis voilà. Donc, c'était un peu rassurant pour ça. Mais initialement, en fait, j'avais acheté un téléphone pour communiquer avec Nour et qu'elle puisse communiquer avec moi. Pas pour aller regarder des séries télé et puis suivre des blogueuses californiennes aux faux ongles et aux faux cils, quoi. Nour, tu fais toujours tes devoirs avec le téléphone dans la main?
Oui, parce que j'aime bien rester en contact tout le temps. Des fois, je regarde des choses que mes amis m'ont envoyées ou des messages comme ça, je suis tout le temps au courant de tout. Ça te déconcentre pas? En fait, dès que je suis sur mon téléphone, je regarde plein d'autres trucs en même temps. Je fais « Ah, je devrais aller regarder ça » voilà, et du coup, je me déconcentre. Je regarde plus trop ma feuille de maths pendant un bon bout de temps. Et après, je me dis « Bon, je devrais peut-être refaire mes maths ». Du coup, je reviens dessus, mais pas très longtemps. Viens, je vais te montrer des trucs, moi. Tu vas voir comment on fait une fleur en tomate, c'est trop bien. Quel regard vous portez sur son utilisation? Ce que je trouve le plus, on va dire, compliqué, Non, mais vraiment, c'est de la sortir de l'utilisation du téléphone. Typiquement, si je lui parle, évidemment, elle n'écoute pas, parce qu'elle est dans ce téléphone. Et voilà, donc pour la sortir, pour la ramener un peu dans une discussion, ou si on doit passer à table, j'arrive, 2 minutes... C'est un peu compliqué, où il faut tout de suite répondre à un message alors qu'on est en train de discuter. C'est comme, voilà, parfois ça donne un peu l'impression qu'elle est ailleurs, alors que, en fait, moi je suis là. Voilà, donc ça demande pas mal d'énergie, en fait. Tu veux de l'huile d'olive? Et ça vous inquiète? Disons que c'est plus dans le côté interaction que ça m'inquiète. C'est-à-dire dans le fait que pour se construire, on a besoin d'être en interaction avec d'autres personnes. Et du coup, ça lui évite à avoir à faire un effort. Typiquement, si on va déjeuner avec d'autres personnes, d'un coup, elle va commencer à être sur son téléphone et je vais lui rappeler 15 fois « laisse le téléphone ». Non, juste un message. Mais sinon, ça m'ennuie de quoi vous parlez, vous. Oui, mais d'un autre côté, tu pourrais participer à la discussion. Non, parce que ça m'ennuie, je veux pas participer à la discussion. Mais tu fais pas d'effort, c'est ça le truc. C'est que quand on est à plusieurs, tu vas pas faire d'effort pour t'intégrer dans la conversation, parce que t'as la facilité de l'écran. Bah ouais. Oui, mais moi, ça m'énerve. Mais c'est pas grave. Non, mais je comprends que c'est pas grave, mais c'est moi qui m'énerve. C'est en fait un peu une zone de confort, le téléphone. Et dans ce sens-là, je pense que pour l'apprentissage dans la vie, c'est pas génial. Parce que si vous êtes très bon à pianoter, mais que vous êtes incapable de dire bonjour à quelqu'un que vous connaissez pas, ça me semble pas vraiment performant. C'est ça, en fait. C'est dans ce sens-là où je trouve un peu inquiétant. Voilà. Ouais. Attends, elle m'a écrit. Attends. Tu vois? Non, moi, je passe en deuxième plan, quoi. Attends. Mais pourquoi il y a une urgence tout à coup? Tu vois que je suis là, que je suis en train de te parler, tu sais très bien que tu vas pouvoir répondre dans 5 minutes. Alors pourquoi il y a une urgence maintenant? Nour, je te parle. Oui, attends, mais 2 secondes, je regarde un truc. Non, mais on est en train de manger. Les parents, je trouve qu'ils ont... je les comprends pas trop sur ce coup-là. Les enfants, ils ont le droit de communiquer, ils ont le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, je suis comme ça aussi, donc je vais pas commencer à dire que on est trop sur nos téléphones. Il y a des personnes, elles sont beaucoup trop dessus. Là, ok, je comprends les parents, mais je sais pas, je comprends pas trop. Des fois, ils ont des remarques un peu déplacées, je trouve. Les parents, ils disent qu'on est addict dessus. Je trouve que c'est pas vraiment le terme à dire. Je trouve que le terme, il est trop fort pour ça. Addict, c'est beaucoup trop pour moi. Je comprends pas trop. Ouais. Tu utiliserais quel terme, toi? Je sais pas, mais en fait, c'est addict. Quand on me dit addict, ça me sonne, en fait. Mais je sais pas quel autre terme dire, mais c'est juste quand on me le dit, ça me... Je dis, oh là, addict, c'est un peu fort, mais je sais pas quel autre terme j'utiliserais. Tu te sens dépendante de ton téléphone? Oui, on est tous dépendants. Check. Caroline, jour 2, il est 12h30. Je suis en manque. J'ai rien dans les mains et il me manque mon doudou moderne. C'est une sensation qui m'envahit, c'est des espèces de picotements et chaleurs dans les doigts, dans les bras. C'est très particulier, très déstabilisant. Et voilà, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Aujourd'hui, on est vendredi. Et j'adore le vendredi dénicher les endroits, les événements qui se passent proche de chez moi, en allant sur Facebook, la partie événements, et je peux pas y aller. Donc c'est vraiment terrible pour moi, parce que j'adore dénicher les bons petits plans, les bonnes petites adresses sympas. Et voilà, donc c'est pas facile pour moi d'arriver le week-end et de se sentir seul. Et voilà, donc c'est beaucoup de frustration aujourd'hui. Voilà, une journée c'est de la frustration, tout simplement.
Nour peut être rassurée, elle n'est pas addicte. Mais elle fait partie d'une nouvelle génération hyper connectée, appelée iGeneration. iGeneration, le terme est né aux États-Unis, inventé par la psychologue américaine Jean Twenge. Jean Twenge est une sommité là-bas, docteur à l'université de San Diego. Elle vient de publier une bombe sur cette iGeneration. Dans son livre, elle parle d'une génération abîmée. Depuis, elle est invitée sur toutes les chaînes américaines. Durant 5 ans, Jean Twenge a rencontré cette iGeneration, ces enfants américains nés à partir de 1995, la première génération à passer toute l'adolescence avec un téléphone portable. Direction San Diego, Jean Twenge nous reçoit entre 2 interviews. Hi, come on in. Son analyse est consternante. Beaucoup disent qu'ils se sentent seuls, qu'ils se sentent mis de côté. Il y en a beaucoup qui disent ne rien faire de bien, ou que leur vie n'est pas utile, ou qu'ils n'apprécient plus la vie. Ces 3 dernières années, on a remarqué des symptômes de dépression classique. C'est une génération qui se sent beaucoup plus seule qu'il y a 5 ou 10 ans. Ils sont plus déprimés et plus malheureux. Cette augmentation soudaine de dépression et de solitude coïncide exactement avec l'arrivée du smartphone. Les jeunes d'aujourd'hui mettent plus de temps à grandir. Par exemple, à 18 ans, la iGeneration aura moins vite un permis de conduire, un travail, boit moins d'alcool, a moins de rendez-vous galants, sort moins en famille et a moins de relations sexuelles que la génération précédente. Cela leur prend plus de temps pour entrer dans la vie d'adulte. Donc les ados, une catégorie qui d'habitude prend des risques, n'est pas intéressée par ça. Ils auront tendance à moins boire, tendance à moins avoir d'accidents de voiture, tendance à moins se battre. C'est vraiment une génération surprotégée. Il se pourrait que ce soit la génération la plus protégée en ce qui concerne les risques physiques. Mais au niveau mental, c'est une autre histoire. Il y a un paradoxe. Ils sont plus en sécurité physiquement, mais plus vulnérables mentalement. Des jeunes vulnérables mentalement décrits par Jean Twenge, on en a rencontré en Suisse, soignés au centre des addictions de la Fondation Phoenix à Genève. Ils sont encore marginaux, mais leur nombre a triplé en 1 an et ça, c'est inquiétant. C'est le cas de Cynthia, étudiante au gymnase. Cynthia a 20 ans et l'usage excessif des réseaux sociaux sur son portable l'a plongée dans une grave dépression. J'allais juste cliquer sur la petite icône Instagram et j'allais juste faire défiler les images. Et on se dit, mais waouh, tout le monde a une si putain de vie, pardon, et tout le monde s'éclate, tout le monde a une vie géniale, tout le monde fait des trucs cool, et toi, t'es sur ton canapé, comme ça, à dire, ouais, moi je dois réviser, ensuite il faut que j'aille bosser, qu'est-ce que je fais de bien dans ma vie que je pourrais montrer aux autres pour leur dire, moi aussi je fais quelque chose. Cynthia passait ses journées à poster des photos sur Instagram, à se mettre en scène, guetter les commentaires, tout pour se donner l'illusion d'une vie. En fait, tu te retrouves à te prendre la tête pour essayer de vivre une vie qui est considérée comme cool par d'autres personnes. En soi, t'as aucune idée de ce que ces personnes aiment, t'as aucune idée de si ça va leur plaire, mais tu vas essayer de vivre une vie aux normes de la société, donc en faisant plein de voyages, en faisant des week-ends, en faisant la fête, en ayant plein d'amis, si possible de gens plus ou moins célèbres. Si t'arrives à avoir une photo avec une célébrité, c'est des likes assurés. C'est complètement un baromètre de où tu es socialement à ce moment-là. Si te lâches un like, c'est cool. Si te lâches un commentaire, c'est encore mieux. Pour moi, c'est vraiment un truc, c'est pour se rassurer, quoi. Je pense que c'est la mauvaise forme de valorisation. En tout cas, pour moi, c'était pas une forme de valorisation que j'aurais aimé rechercher.
J'aurais préféré vouloir une autre valorisation, mais c'est sur celle-là que je suis tombée. Et après, c'est un peu un engrenage. À un moment donné, j'ai craqué complètement. C'est pas seulement à cause de ça que j'ai fait une dépression et un burn-out, mais c'était très lié parce que c'était justement, mon téléphone était un outil, mais comme je l'avais dit, c'est un catalyseur. Ça a été un catalyseur qui a augmenté l'impact de choses qui étaient déjà très impactantes en tant que telles, et ça a juste démultiplié l'effet de ces choses-là, et j'ai complètement craqué parce que je me mettais une pression de fou toute seule au final. C'est vraiment, je me suis créé ma propre prison. Cynthia est en rupture. Elle arrête ses études, elle est au bout. Malgré ses 20 ans, ses parents n'hésitent pas, ils n'ont plus le choix. Ils lui confisquent son téléphone. Je sais pas ce que ça donne quand on est drogué et qu'on arrête de prendre sa cam tout à coup. Je ne connais pas cette sensation, mais pour moi, ce que je décrirais, c'est une sensation de manque quand même. C'est-à-dire qu'on va le chercher, on va en avoir besoin, on va y penser, ça occupe beaucoup la tête. Quand tout à coup, on n'a plus l'objet dans les mains qui nous permet d'arrêter telle ou telle pensée, les pensées s'accumulent et on se rend compte que tout tourne autour de notre téléphone. On l'utilise vraiment à chaque instant. Et être sans, tout à coup, c'est se retrouver nu. C'est être à nu, c'est être sans aucun écran entre soi et le monde, sans aucun filtre, sans aucun barrage. Du coup, ça a vraiment été une épreuve. Les premiers jours, c'était très difficile. C'est que le jour 4, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 semaines que je suis sans téléphone. Et là, je suis particulièrement frustrée et énervée parce que je suis tranquillement au bord de l'eau, en train de regarder Raoul faire des photos, et c'est très frustrant de ne pas avoir mon téléphone pour pouvoir prendre des photos de Raoul qui prend des photos. Et en plus, je devais appeler mon frère, c'est l'anniversaire aujourd'hui, et j'ai oublié de le faire, et du coup, je ne peux pas me mettre de rappel pour me rappeler de le faire en rentrant, et voilà, j'ai la trouille d'oublier mon frère aujourd'hui. Voilà. Ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est bien sûr les messages de mon amour à distance de Colombie. Vraiment pas facile, car déjà qu'on a assez de difficultés à se contacter vu le décalage horaire. Donc le petit mot du samedi, genre je t'aime mon amour, tu m'aimes que mon bébé, ça me manque justement terriblement. Voilà le sentiment que j'ai aujourd'hui. C'est surtout à cette personne que je pense aujourd'hui. Voilà. Nous allumons en moyenne notre portable 200 fois par jour. Sommes-nous pour autant tous malades ? Comment reconnaître une addiction puisque finalement, nous l'utilisons sans cesse ? Nous avons posé la question au docteur Zulino du Centre d'addictologie des HUG. Dans son cabinet, les consultations d'ados pour addiction au smartphone arrivent en tête devant le cannabis et l'alcool. L'addiction est une passion qui a mal tourné. L'addiction se définit par une consommation contre la décision de ne pas consommer ou de consommer d'une autre manière. Donc on consomme dans des situations où on n'avait plus l'intention de le faire ou à des quantités supérieures de ce qu'on avait décidé de faire. Donc on perd le contrôle sur l'initiation d'une séance de consommation et sur la quantité de consommation. La perte de contrôle est telle que pour Daniel Zulino, les effets de l'addiction au smartphone sont comparables à ceux de la cocaïne. La cocaïne, du moment que ça arrive dans le cerveau, par un mécanisme très précis, va libérer de la dopamine. La dopamine va renforcer les connexions neuronales qui sont actives à ce moment-là. Le smartphone, il agit directement par nos yeux, par nos oreilles, comme ça a toujours été le cas. Dans ce sens-là, c'est l'addiction qui s'ensuit est l'addiction la plus pure, parce qu'on n'a pas besoin d'injecter quelque chose. Quand vous dites que c'est une addiction qui est de plus pure, est-ce que du coup c'est plus dangereux ?
Alors, elle n'est pas forcément plus dangereuse. On va développer rapidement des tolérances à la cocaïne et aux amphétamines. Et du moment qu'ils ont trop agi, il faudra attendre des heures, des jours, pour que les réserves de dopamine se refassent, ce qui n'est pas le cas avec les stimuli naturels. Donc, on pourrait aussi s'épuiser, et c'est déjà arrivé, jusqu'à la mort devant certains jeux. Le 14 juin 2018 est une date clé. Après un an de tergiversation entre 48 pays, malgré la pression des fabricants de jeux, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie mentale. Et l'arrivée du téléphone portable a très clairement amplifié le phénomène. Selon les chiffres de l'OMS, 2 à 3% des joueurs dans le monde sont atteints, 60 millions de personnes. C'est le cas de ce Genevois de 38 ans. L'addiction aux jeux sur son téléphone l'empêche de travailler. Depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, donc là on a 38, donc ça fait 30 ans à peu près. Donc oui, je suis assez accru. À fur et à mesure du temps qui passait, j'ai augmenté la quantité du temps passé avec toutes les conséquences qu'il apportait. C'était combien de temps ? Le maximum où je suis arrivé, j'ai compté pratiquement 18 heures par jour. Pourquoi ça a multiplié votre addiction au jeu, le téléphone ? Parce que par rapport à l'ordi, c'est plus facile, c'est plus vite. Il n'y a pas besoin d'allumer l'ordi, regarder où c'est le jeu. Tandis que le Natel, c'est là, à la main, c'est prend, tu l'ouvres, tac, 2 secondes, t'es déjà dedans, tu commences, tu fais tes choses, c'est fini. Cette addiction, finalement, au jeu et au téléphone, ça a eu un impact assez négatif sur votre vie jusqu'à maintenant. Oui. Il y a eu, bien sûr, des situations d'oubli, de retard, même voire des situations qui pouvaient aller même aux poursuites presque. Parce que j'ai pas envie de remplir cette feuille ou j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. J'ai le jeu, je pense au jeu et voilà. Et ça risque de tomber à la dépression chronique, vraiment. Et là, je peux dire que j'étais presque quand j'ai joué à 18 heures par jour. J'étais là, j'étais pas loin d'ici, dans une autre maison. Et je me souviens, je me levais le matin, je me disais, mais non, je peux pas faire une vie comme ça, je veux vraiment changer, j'ai vraiment envie de me craser la tête au mur. Parce que j'avais pratiquement plus envie de faire rien d'autre. Je veux pas dire que je me serais suicidé, mais il y avait une forte chance que si je continuais dans cette direction, ça pouvait passer. Comment a-t-on pu en arriver là ? Souvenez-vous, le 9 janvier 2007, Apple présentait son premier iPhone et le monde entrait dans une joyeuse folie. Internet devient accessible partout et en tout temps. Steve, I love you. Le 17 mai 2012, Facebook fait son entrée en bourse, la plus grosse introduction de l'histoire des technologies. Notre mission, ce n'est pas d'être une compagnie publique. Notre mission, c'est de créer un monde plus ouvert et plus connecté. Via son application, Facebook est sur tous les portables. C'est alors l'explosion des réseaux sociaux à portée de main. On pensait alors que Facebook était une bénédiction. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Les hommes les plus puissants de la toile font leur mea culpa. Sean Parker, ex-associé de Mark Zuckerberg, l'avoue sur les chaînes de télé américaines. Ils ont créé en toute conscience des outils hyper addictifs aux conséquences désastreuses. Notre idéologie, c'était comment parvenir à utiliser le plus de votre temps et de votre attention possible. Ça veut dire qu'on va vous donner un petit shoot de dopamine de temps en temps. Ce besoin de reconnaissance sociale, c'est quelque chose qu'un hacker comme moi a réalisé.
Et c'est exactement ce que nous avons créé pour exploiter la faiblesse de la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, c'est moi, c'est Mark, et les gars d'Instagram. Tous ces gens. Nous l'avions compris consciemment et on l'a quand même fait. Je me sens terriblement coupable. Je pense qu'on le savait tous au fond de nous. Même si on faisait semblant de penser qu'il n'y aurait aucune conséquence, tout au fond de nous, on savait bien que quelque chose de mauvais pouvait arriver. On en est littéralement arrivé à un point où nous avons créé des outils qui ont détruit le tissu social et le fonctionnement de la société. Si tu nourris la bête te détruira. Confortablement installés dans leur fauteuil, les hommes les plus puissants de la toile peuvent bien faire leur mea culpa. C'est déjà trop tard. Des cliniques privées pour jeunes addicts commencent à voir le jour en Corée et aux États-Unis. Nous sommes allés dans l'une d'entre elles, vers Seattle, sur la côte ouest. Restart. Dans cet établissement, on y pratique un traitement de choc. Un isolement total, sans contact avec l'extérieur et sans Internet. Je suis arrivé il y a 4 jours. J'étais nerveux et un peu effrayé. Avec mon père, on a traversé le pays, alors j'étais fatigué. Je lui ai dit adieu et on s'est serré dans les bras. On savait qu'on pouvait se contacter pendant la semaine. Et on savait que c'était un nouveau départ pour moi. Ils sont une vingtaine dans cette clinique de luxe à 400 $ par jour. 20 jeunes en rupture de vie entre 18 et 24 ans, accros aux écrans et aux téléphones portables. Certains sont là pour 1 an. Mes parents sont intervenus pour moi. Et je me suis fait surprendre par ma mère, mon beau-père, mon père et mon frère. Ils m'ont tous écrit des lettres pour me dire à quel point mon addiction à la technologie avait impacté leur vie. Et ils m'ont demandé d'aller chercher de l'aide. Ou je venais à Restart, ou ils me reprenaient ma voiture, mon téléphone, mon appartement, tout. Je finissais dans la rue. C'est une question de survie de venir à Restart. Avant qu'ils viennent à Restart, ils ont déjà des vies malsaines. Ils passent entre 6 et 20 heures par jour devant les écrans, mangent des fast-foods, ils ne dorment pas, leur cycle de sommeil est complètement détruit, ils ne font pas d'exercice, donc ils prennent du poids et parfois, à l'inverse, ils frisent l'anorexie. Ils ne sont pas en forme. Ils n'ont pas suffisamment de muscles. Ils sont terriblement seuls. J'ai utilisé Internet pour m'anesthésier. Quand tu fais ça pour éviter de ressentir ton mal-être, tu tombes dans une dépression sévère. Et j'en étais à un point, avant de venir à Restart, où je pensais à me suicider chaque jour. Cette addiction à la surface n'a pas l'air plus dangereuse que l'alcool et la drogue. Mais le résultat est le même. La drogue et l'alcool vont te tuer plus vite, mais au final, ça va quand même détruire ta vie. Et pour moi, c'était où je me ressaisissais, ou je finissais par me suicider.
À peine arrivé, je voulais repartir. Je ne pensais pas être capable de me priver de jeux vidéo et de me priver d'Internet. Et donc la première semaine, je voulais rentrer. C'est tout ce que je voulais. Quand je suis arrivé ici, j'étais très nerveux. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais des symptômes de manque qui venaient du fait que je n'avais pas mon téléphone sur moi. J'étais constamment en train de chercher mon téléphone dans ma poche. J'étais très en colère contre ma famille, je me suis senti trahi. C'est un sentiment normal pour ceux que leur famille a obligé de venir ici. La première semaine, j'ai compris que c'était très tumultueux. Et j'ai vite compris que je resterais plus longtemps que les 2 mois prévus. Ici, le programme se fait en 3 étapes, avec à la clé une réinsertion progressive. La méthode rappelle celle utilisée pour les alcooliques anonymes. Ils doivent réapprendre toutes les bases de la vie. Quand ils arrivent ici, s'ils ne savent pas faire leur lit, on leur apprend à le faire. S'ils ne savent pas utiliser un aspirateur ou faire la lessive, ou cuisiner, ou faire les courses, beaucoup d'entre eux ne savent pas faire ces choses. En tout cas, ils ne sont pas habitués à le faire. Alors, un de nos objectifs, c'est de leur apprendre à faire tout ça. Comme ça, quand ils quittent Restart, ils pourront fonctionner comme de jeunes adultes normaux. Ils veulent vraiment que tu sois structuré. Parce que tu as beaucoup de temps libre. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de gars ici. Et pour moi aussi. Parce que tu n'as rien à faire. En tout cas, pour moi, c'était difficile d'accepter l'ennui. Car si je m'ennuyais et que je me sentais seul, j'avais toujours besoin de faire quelque chose. It's been so nice. The sun's been shining, the birds have been out, the flowers are blooming. It's been really beautiful here. I do a little bit of awareness quiz. Quand tu as beaucoup joué et que tu as été habitué à ces stimuli, ton cerveau est habitué à toujours vouloir faire des choses. Alors ça peut être très difficile. Ton cerveau peut aller dans tous les sens. Mais après plusieurs semaines, ils sont capables de se calmer et de comprendre les bienfaits de la méditation. Je vois l'addiction à Internet comme une toxine dans le corps et l'esprit. Et nous essayons de produire l'antidote à cette toxine. Cet antidote inclut la nature, parce qu'on est des animaux, et on doit être conscient de notre place dans la nature. Nous avons besoin de nourriture saine dans notre corps, de faire de l'exercice et de pouvoir se reposer pleinement. Nous avons besoin d'interactions humaines et sociales. Tous ces jeunes en voie de guérison ne pourront pas échapper au smartphone à leur retour dans leur vraie vie. En sortant d'ici, ils s'engagent à limiter leur accès à Internet. Dans la deuxième phase du programme, ils te donnent un smartphone avec un accès Internet limité. Maintenant, j'ai le mien, mais je ne peux utiliser que les SMS et la caméra. Donc tu ne peux pas faire grand-chose avec. Alors ça aide à te désensibiliser. Chaque fois que j'ai envie de le sortir, je me souviens qu'il n'y a rien dessus. J'ai un téléphone à clapet, c'est tout. C'est intéressant, on me pose beaucoup la question, vu que tout le monde a des smartphones,
Je leur réponds simplement que je suis accro au téléphone et que ça me force à être sobre et à devoir communiquer avec les gens. Jack, Caroline, fin du jour 4, il est 22h30 et ça a été particulièrement difficile ce soir parce que j'étais à une sorte de festival et voilà, c'était concert et du coup être à un concert sans pouvoir prendre de photos, de vidéos, de voir les gens qui partagent, les gens qui filment, tout ça, ça a été dur. Ça a vraiment été un sentiment de... Par moments, c'était vraiment de la tristesse qui m'envahissait, presque envie de pleurer sur place. 4e journée, carrément une grande journée de frustration, carrément. J'ai dû prendre le train ce matin pour Montreux et le trajet dure environ 1h10 et je me suis carrément embêté. Voilà. Pendant 1h10, j'ai acheté quelques magazines, mais j'arrivais pas à me concentrer car je suis tout le temps sur Internet d'habitude, donc vraiment pas facile de ne pas avoir son petit portable. Des cliniques comme Restart peuvent-elles un jour exister en Suisse? Pas si sûr. Chez nous, les spécialistes de l'addiction ne sont pas convaincus par les méthodes d'isolement. On soigne plutôt en ambulatoire, dans le milieu de vie, avec pourquoi pas des applications comme Space, qui aident à se détacher du téléphone. L'application, il te dit combien de fois tu as débloqué ton téléphone et le maximum de temps que tu peux jouer ou regarder ton téléphone. Donc si on prend une semaine complète, sur une semaine, j'ai dépassé le temps seulement 3 jours. Et quand vous arrivez à passer moins de temps sur le téléphone, on vous offre des cadeaux, on vous donne... Oui, exactement. Toutes ces petites images sont le prix gagné. Donc, à fur et à mesure du temps qu'on gagne, donc on va diminuer le temps sur la Natel. Donc là, on arrive à gagner un certain prix ou un certain image, etc. C'est un peu comme les jeux, en fait. Oui, sauf que pour moi, ça représente que j'arrive à m'éloigner de cet enfer. Parce que c'est ça. Space, une application qui t'aide à ne pas utiliser d'application. Alors pour savoir ce qui se cache derrière tout ça, direction Venice Beach en Californie, chez les concepteurs de Space. Coincé dans un garage improbable, Dopamine Lab se lance dans la technologie qui nous veut du bien. Basée sur les techniques d'addiction, des jeux et des réseaux sociaux, tout est une histoire de récompense. Ça, c'est tout ce que tu aimes dans la vie. C'est la raison pour laquelle tu l'aimes. Quand tu appuies sur ce bouton, parfois tu as des récompenses, parfois tu n'en as pas. Les développeurs de jeux et les réseaux sociaux utilisent cette technique tout le temps. Quelquefois, quand tu ouvres Facebook, tu reçois beaucoup de likes. Et quelquefois, tu ouvres Facebook et tu n'as rien. Et c'est pour ça que c'est si addictif. La mission de cette start-up est bien de vendre une solution entre neurosciences et intelligence artificielle afin de rendre les applications smartphone le plus persuasives possible. Mais attention, pas n'importe lesquelles, juste celles qui leur donnent bonne conscience. On utilise cette technique pour aider les malades à prendre leurs médicaments. On aide les gens à être physiquement plus actifs. On pousse les gens à dire des choses plus éthiques sur les réseaux sociaux. Et finalement, c'est toujours les mêmes mécanismes. Comment tu anticipes le besoin des gens pour savoir à quel moment la récompense est la plus efficace. La start-up a bien senti le vent tourner depuis le mea culpa des big boss de la Silicon Valley. Et depuis, elle a même changé de nom. Dopamine Lab était bien trop connoté. Mais dans le fond, rien ne change. Ils le disent eux-mêmes, oui, c'est de la manipulation, mais pour notre bien. Oui, c'est une manipulation de l'esprit. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais en anglais, manipulation veut dire changement. Et ces technologies sont très efficaces pour nous changer. La question est, qui va les contrôler? Est-ce qu'elles vont être utilisées pour le meilleur intérêt de l'homme sur le long terme ou pour l'intérêt de la compagnie?
Entre les applications comme Space ou les cliniques américaines, tous les moyens sont bons au nom d'un retour à une vie plus saine. Au centre d'addictologie des HUG, les techniques de soins sont davantage basées sur les habitudes de comportement. Pour être efficace, il s'agit d'apprivoiser la bête et non pas de la supprimer. Le traitement, c'est l'entraînement des comportements alternatifs. Si on reprend le petit message, le bip donné par le réseau social, on va demander à la personne de supporter. On sait que ce craving, il dure normalement 5-10 minutes. Mais cette expérience déjà doit être faite. On doit déjà s'apercevoir qu'on peut le supporter et que ça passe. Deuxièmement, on va exposer volontairement la personne aux stimuli qui normalement lui induisent ces comportements. On va lui demander de prendre le smartphone, d'ouvrir et de fermer, et d'attendre, et de le refaire sans consulter. Ça semble être facile, ça ne l'est pas toujours. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça prend du temps. Le traitement de désintoxication au portable peut paraître simpliste, mais il a fait ses preuves. Après 6 mois de traitement, Cynthia retrouve un équilibre. J'ai découvert divers intérêts que je croyais morts et enterrés depuis longtemps. Je me suis remise à la peinture, je faisais de la peinture à huile, je me suis remise à la peinture à huile. J'ai commencé la guitare, j'ai recommencé à faire du sport un peu plus intensivement que je ne le faisais. Mais donc ouais, on découvre qu'on a plein de temps et qu'on a 24 heures dans une journée. On a tous les mêmes 24 heures, mais ce qu'on en fait, ça dépend que de nous. En fait, ça dépend de rien d'autre. Ça dépend pas, en tout cas pas, d'un petit écran qui tient dans la paume de notre main, quoi. Et ça a été une libération aussi. Cynthia revient de loin. Elle le dit, son téléphone a déclenché chez elle une maladie mentale qui lui a demandé 1 année de soins. Elle vient de l'écrire dans une nouvelle qui sera peut-être un jour publiée. Après 10 jours seulement sans téléphone, Caroline et Gauthier ont-ils eux aussi découvert une autre vie. Le bilan, il est plutôt positif, même si je me réjouis vraiment de le retrouver. Je me réjouis de pouvoir le retoucher. Mais après, comment exprimer ça? Je dirais qu'il est positif parce que dès qu'on sort, on est seul avec soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus joignable et personne ne va venir changer mon emploi du temps décidé à l'avance. On est tellement sollicité quand on l'a en main que comment faire comprendre aux gens qu'on n'a plus envie d'être joignable comme ça en permanence. Et ça va être... voilà, je ne sais pas comment je vais gérer ça, comment je vais... Est-ce que je vais tenir le coup déjà ou pas? J'en sais rien du tout. Mais il y a ce sentiment très particulier de liberté qui mine de rien, m'a bien plu, quoi. Oui, je le reconnais. Alors je dirais j'ai appris à être un peu plus apaisé, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez tout le temps sur le vif, tout le temps un peu nerveux, tout le temps un peu... Malgré que je suis super joyeux, mais j'ai toujours envie de faire des trucs, toujours un peu excité de mon week-end, de qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc le fait de part de portable, ça m'a un peu calmé, je pense. J'ai appris à gérer certaines émotions. Là, je suis limite un peu nerveux de retrouver justement mon portable aussi, donc c'est pour ça que je suis un petit peu excité de nouveau. Oui, ça y est. Vous voulez garder votre liberté, mais je vous rends votre prison. Merci. Salut. Ah là là, ça fait du bien. Je l'allume, hein, vous permettez. Donc on va vous le rendre. Oh, quoi, c'est gentil. Voilà, je vous laisse regarder. Ouais, j'ai le droit de l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula, 61 messages d'un WhatsApp collectif, là. C'est très bizarre. Ouais, j'ai quelque chose dans les mains, quoi, et j'avais presque plus l'habitude de ça. C'est une sensation qui est à la fois euphorisante, vraiment euphorisante, et puis en même temps, ouais, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? C'est très bizarre comme sensation.
Enfin, j'arrive même pas à me concentrer en fait. Je vois les noms, mais je suis un peu ému. Là, j'arrive pas même pas. Je pense que je regarderai un peu plus tard tous ces messages. Ah ouais. 143. Ah ouais. Message en attente. Est-ce que vous seriez prêt à vivre sans téléphone? J'en ai envie, mais il y a la petite bête quand même, enfin, la petite voix qui me dit mais s'il te plaît, non, je suis là, prends-moi dans ta poche, prends-moi partout avec toi. Mais je pense que ça serait sain de le faire, au moins déjà un jour sur deux, et pourquoi pas l'essayer tous les jours. Mais ça sera dur, mais je vais essayer. Oublier son téléphone portable de temps en temps, le chemin s'annonce compliqué pour Gauthier comme pour nous tous. C'est indéniable, le smartphone va devenir de plus en plus performant et le mobile du futur sera comme une prothèse de nous-mêmes, un deuxième cerveau. Alors demain, c'est promis, je pose mon téléphone le plus souvent possible.